7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. 180 patrons d'entreprises étrangères se sont réunis à Versailles hier autour du chef de l'État à l'occasion du forum Choose France. L'objectif, inciter les investisseurs étrangers à s'implanter sur notre territoire. Et à peine ce forum avait-il débuté que les grands médias n'ont pas tardé à l'annoncer. Notre pays pourrait compter sur 15 milliards d'investissements. Un chiffre impressionnant et qui fait du bien dans un contexte économique toujours plus inquiétant pour les Français. Mais comment l'interpréter ? Pouvons-nous réellement nous en réjouir ? L'économie française peut-elle compter sur les investissements étrangers pour se redresser ? Avec nous pour répondre à toutes ces questions, Tom Benoît, essayiste et entrepreneur, spécialisé dans les relations diplomatiques et directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Bonjour Tom Benoît. Bonjour. Alors, pour commencer, 15 milliards d'investissements étrangers, c'est un chiffre qui donne le tournis. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter, Tom Benoît ? Bon, alors, la première des choses, c'est qu'il faut distinguer les investissements. Ça fait des années, lorsqu'Emmanuel Macron a été élu, par exemple, je disais que 60% des châteaux bordelais étaient détenus par des Chinois. Est-ce qu'il y a de quoi se réjouir que 60% des châteaux des crus bordelais soient détenus par des Chinois ? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il y a de quoi se réjouir qu'à la sortie du sommet Choose France, Amazon annonce investir des fortunes effectivement pour spolier des marchés qui jusqu'à présent pouvaient être exploités par des Français? Je ne le crois pas non plus. Par contre, en termes d'investissement fiable, d'investissement même qui crée de l'emploi, les Britanniques sont largement au-dessus de nous. Sur les 2 dernières années, les Britanniques ont réceptionné beaucoup plus d'investissements, et ces investissements, par rapport à ceux qui ont été faits en France, investissements étrangers ont généré le double de ce que nos investissements étrangers ont généré en France. Et puis il faut regarder par exemple la véritable industrie, parce que Emmanuel Macron et toute la Macronie aiment parler de la réindustrialisation. Donc là, une fois de plus, si après avoir désindustrialisé le pays, vendu Alstom par exemple, et d'autres sociétés qui nous permettaient d'avoir réellement une souveraineté économique et industrielle, on permet à des sociétés étrangères de s'installer pour être finalement la France un pays sous-développé comme d'autres pays l'étaient précédemment et que l'on regardait avec une forme de dédain, je pense à des pays d'Europe de l'Est, qui aujourd'hui sont dans la position inverse, parce que la Hongrie, par exemple, accueille beaucoup plus d'investissements pour des usines automobiles. Je pense aux Chinois, notamment, avec BYD, qui s'est installé en Hongrie, et un autre constructeur automobile, Tesla, s'est installé en Allemagne, mais aucun constructeur automobile chinois ou américain vient s'installer en France, par exemple. Donc ça, ce sont des points qu'il faut noter. Choose France, puisqu'on parle de Choose France, c'est une vaste mascarade médiatico-journalistique. Je dis journalistique parce que elle séduit uniquement dans les milieux journalistiques, mais il n'y a aucun engouement populaire pour Choose France. Amusez-vous, si vous en avez le temps, à trouver quelques personnes dans la rue qui vous diront « Ah ben oui, la France est réindustrialisée, le business va bien ». J'entendais, c'était sur le plateau de C'est à vous sur France 5, comment s'appelle-t-elle, Anne-Elisabeth Lemoine, qui disait « Mais c'est ce côté pro-business d'Emmanuel Macron qui a permis tous ces investissements ». Alors, il y avait un invité que j'oublie, je crois que c'était le nouveau directeur de la rédaction des Échos, qui dit « Oui, alors là, il n'y a pas de parti pris. Je veux dire, moi, on m'accuse régulièrement d'avoir un parti pris, d'avoir des opinions politiques, mais là, il n'y a pas d'opinion politique. C'est le service public, c'est financé avec les impôts, ce sont les Échos également, financés avec une dizaine de millions d'argent public d'aide directe à l'année, et vous avez des personnes qui vous disent « Oui, Emmanuel Macron est pro-business ». Emmanuel Macron n'est certainement pas pro-business, c'est absolument faux. Emmanuel Macron fait partie des personnes, premièrement, qui ont étouffé l'économie du pays, et plus grave encore, qui ont vendu de grandes économies qui pourtant étaient mondialisées, directement à des sociétés américaines, ce qui a dévalué, déprécié une grande partie de notre souveraineté. Et aujourd'hui, je vous en prie. Non, allez-y, finissez. Et aujourd'hui, vous avez une grande partie des personnes du gouvernement Macron qui vous disent il faut faire des petits réacteurs, par exemple, en parlant des petits réacteurs modulaires. Oui, c'est formidable, on va faire des petits réacteurs modulaires après avoir abandonné le nucléaire et surtout après avoir vendu ce qui nous servait à faire du nucléaire. Voilà l'état d'esprit pro-business et pro-souveraineté de la Macronie aujourd'hui.
Alors justement, moi j'aimerais revenir là-dessus. Emmanuel Macron a déclaré à l'occasion de ce forum, oui, nous voulons bâtir des solutions européennes, mais avec des gens de confiance. Alors moi je me suis étonnée, pourquoi est-ce qu'il parlait de l'Europe dans un forum qui était censé être dédié à l'investissement en France? Est-ce que ça rejoindrait l'avis de Guylain Benessa qu'on a reçu récemment, qui nous expliquait que Emmanuel Macron avait tendance à se désintéresser de la France en considérant moins les intérêts de notre pays que ses ambitions européennes et peut-être même mondiales, puisque vous le disiez, beaucoup de nos entreprises ont été vendues aux Américains. Est-ce que ça vient confirmer cette analyse? Alors absolument, ça vient confirmer cette analyse, et surtout ce qui est très inquiétant, c'est que vous avez aujourd'hui des dirigeants politiques, qui soient français ou qui soient déjà européens et de chaque pays représentant de leur patrie, normalement, en tout cas qui devrait l'être, qui vous expliquent qu'il faut avoir des économies intégrées. Valérie Hayé le disait récemment, il faut des économies intégrées. Premièrement, je crois que la plupart des personnes qui emploient ce terme-là l'emploient parce que ça fait partie de leurs éléments de langage, ce qu'on leur communique le matin en disant voilà, aujourd'hui, il faut dire au moins 20 fois économie européenne intégrée, mais ils ne savent pas du tout ce qu'est un marché intégré. Ce qu'on appelle un marché intégré, c'est un marché qui partage les risques et qui a une égalité au niveau des risques en économie. Et on ne peut pas avoir d'égalité au niveau des risques en économie si on n'a pas le même aspect législatif sur toute la ligne. C'est logique puisque les risques sont étroitement liés à la législation. Vous ne prenez pas autant de risques dans un pays que dans un autre par rapport aux investissements si les lois sont différentes d'un pays à un autre. Voilà pourquoi beaucoup des dirigeants aujourd'hui vous expliquent qu'il faut avoir une Europe de plus en plus forte. Une Europe de plus en plus forte, c'est pas une Europe de plus en plus résistante. Au contraire, c'est une Europe de plus en plus oppressante. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et je crois que là, ce que je dis est presque banal parce qu'une grande partie de la population s'en est déjà aperçue et la plupart des gens aujourd'hui savent que l'Europe ne va pas dans l'intérêt de l'Europe et que l'Union européenne va contre l'Europe et contre les territoires européens. Vous avez littéralement une organisation européenne qui fonctionne pour des intérêts privés. Il y a un échange d'ailleurs totalement malsain de place entre des grandes sociétés qui travaillent avec de l'argent public et qui obtiennent des contrats publics, donc l'argent des populations européennes, et d'autres personnes qui sont leurs amis, ou parfois même ces mêmes personnes qui sont missionnées par l'Europe. Je parle régulièrement de la Commission européenne, par exemple, bon là, sur Choose France, on se réjouit d'avoir Amazon qui a investi beaucoup d'argent. C'est que la Banque Centrale Européenne, pour étudier la structure de son euro numérique, a mandaté Amazon. Donc en termes de souveraineté européenne, il faut le faire quand même. On étudie notre future monnaie numérique de banque centrale et on mandate Amazon pour le faire, alors qu'on a des sociétés qui pourraient être consultées sur le territoire européen. Donc l'eurosystème est un système, on s'en aperçoit aujourd'hui indéniablement, qui représente un tremplin vers les ingérences américaines. Je pense même que c'est pas du complotisme, que les Américains ont depuis de nombreuses années placé au sein de la Commission et dans les grands médias européens également, tous les sites internet qui sont rédigés par l'Eurosystème, des personnes qui directement doivent donner une marche à suivre pour que les décisions soient prises dans leurs intérêts. Et les conséquences, on s'en aperçoit d'ailleurs. Je vous ai cité Emmanuel Macron, maintenant je vais citer Bruno Le Maire qui dit « Nous voulons de la production en France ». Alors l'idée est très séduisante, mais est-ce que ce n'est pas une façon de détourner les yeux aussi de la difficulté des entreprises françaises à ne pas succomber à la délocalisation ? Tout à fait, vous avez absolument raison, mais on va demander à Bruno Le Maire alors pourquoi on a un déficit commercial aussi abyssal et pourquoi avec les prélèvements obligatoires les plus élevés, il ne parvient pas, s'il réindustrialise le pays, à ne pas avoir 5,5 points de déficit par rapport à son PIB et être obligé de maquiller les comptes publics jusqu'aux dernières semaines de parution des comptes. Je crois qu'il y a une forme d'absurdité là dans les propos de Bruno Le Maire. Et une fois de plus, ce que je disais précédemment est la clé, avoir des investissements étrangers qui vont faire entrer des sociétés qui vont exploiter finalement les marchés français revient
exactement au même modèle qui était le nôtre lorsqu'on allait exploiter non pas des marchés, mais une main-d'œuvre à bas coût. Là, aujourd'hui, vous avez pas une main-d'œuvre à bas coût parce que la main-d'œuvre coûte cher en France. Donc, vous apercevez bien, comme je le disais précédemment, que vous n'avez pas une société qui fabrique des voitures, par exemple, qui va installer une usine et dire on va faire fabriquer des voitures en France. Non, on va le faire en Hongrie parce que c'est intéressant, mais en France, ça ne sert à rien. Donc, la France n'est pas un pays qui est sur la voie de la réindustrialisation. Ça, c'est totalement faux, même pour le compte des autres. Par contre, vous avez Morgan Stanley qui installe de plus en plus de monde en France parce que, évidemment, qu'avec 113% de dette par rapport au PIB et une opacité totale, et j'en parle régulièrement sur l'origine des prêteurs étrangers, bah, il va falloir se payer sur la dette. Donc, vous avez beaucoup de sociétés de la finance qui créent des campus quantitatifs, comme si ces gens-là avaient un respect pour toutes les théories quantitatives de la monnaie de Jean Baudin et des autres. Ils n'en ont absolument pas. Ils ont violé toutes les théories quantitatives de la monnaie, mais ils créent un campus quantitatif. Et vous avez des sociétés comme Amazon qui s'installent pour prendre des marchés, comme Uber l'a fait en France et comme Emmanuel Macron, c'est de notoriété, je crois, leur a facilité la tâche pendant des années. Hmm. Donc la voie de la réindustrialisation, on n'y est pas du tout, et bien au contraire, on est en voie de sous-développement aujourd'hui. Il nous reste 2 minutes et moi j'ai encore une question à vous poser, c'est concernant le chômage. Beaucoup pourraient rétorquer que voilà, l'investissement étranger, ça s'accompagne souvent de construction d'usines, de développement d'infrastructures, de bureaux locaux. Est-ce que ça peut être une source de création d'emplois et donc améliorer un petit peu le chômage en France? Bon, par la force des choses, ça ne l'a pas été. Les créations d'usines seraient à opposer au nombre de faillites d'entreprises françaises, et je pense principalement aux TPE. Sur l'année passée, on a eu des montants records de faillites de TPE. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est pas le petit cocktail avec Thierry Breton qui est venu fanfaronner et Emmanuel Macron qui sortent, si je puis dire, leurs jolies phrases formelles et qui ne sont rien d'autre que des sophismes en disant on est pro-business, on aime les affaires, mais on aime les faire entre nous surtout, et on aime littéralement, j'ai pas peur de le dire, piquer les marchés aux Français. Hmm. On n'est plus en démocratie libérale, on n'est absolument plus en démocratie libérale. C'est plus le marché qui fait la loi aujourd'hui. C'est un petit groupe de personnes qui siègent à la Commission européenne et qui travaillent avec les gouvernements européens. Et vous avez à ce moment-là des accords, j'en ai parlé récemment sur l'Union des marchés de capitaux, qui a été rebaptisée l'Union de l'épargne et de l'investissement, qui vise principalement à ponctionner l'épargne privée pour la titriser, c'est-à-dire à mobiliser l'épargne sur des comptes courants des sociétés et des particuliers pour la titriser, et donc pour se permettre par la suite de signer des contrats, par exemple aux sociétés allemandes, pour la transition numérique ou la transition écologique, en échange d'un soutien de la Banque centrale européenne pour financer des États déficitaires qui ont des dépenses publiques qui ne sont pas gérées comme la France. Et là, vous avez un nombre de personnes voilà, qui jonglent avec la monnaie, c'est-à-dire avec l'unité de mesure du business, qui signent des contrats en créant des impôts de plus en plus assassins, parce qu'une union des marchés de capitaux avec une mobilisation de l'épargne, c'est un impôt directement. Il n'y a rien de plus, c'est une ponction de l'épargne privée. Donc ça s'appelle un impôt, ça. Et voilà, avec des impôts de plus en plus illégitimes. Donc le grand danger aujourd'hui, c'est que c'est pas la démocratie et c'est pas le libéralisme qui fait avancer la société. C'est une oligarchie et c'est un minimum de personnes. Merci beaucoup, Tom Benoît, pour votre analyse. On partait avec un peu d'espoir, peu, mais un peu quand même, concernant ces chiffres de Choose France. Finalement, on revient un peu sur terre. Merci à vous Mais le de seul nous y espoir avoir qu'on a, c'est ramenés. de rester patriote et de travailler et de faire de la France qu'on a envie d'en faire. Bah, Merci à vous c'est en une tout belle cas. conclusion et puis on vous retrouvera probablement très vite pour parler de tout ça. Merci d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes essayiste et entrepreneur spécialisé dans les relations diplomatiques, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine et éditorialiste sur TV5 Monde. Merci à vous.